Il y a de plus en plus de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Ils menacent les satellites et la Station spatiale internationale. On estime qu'un satellite a de 2 à 3 chances d'être frappé par des débris au cours de sa vie utile, soit une quinzaine d'années. Un consortium de Montréal travaille sur une solution prometteuse. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Endeavour. Le fameux décompte. Depuis le début de cette grande aventure, plus de 5000 engins ont été lancés dans l'espace. D'un territoire vierge en 1960, l'espace est devenu un véritable dépotoir. Satellites désaffectés, têtes de fusée, pièces métalliques de toutes sortes et fragments de collision, des millions de débris en orbite. Une menace permanente pour les vols habités et les satellites dont dépend notre planète. Le télescope Hubble, par exemple, a été frappé des milliers de fois. En 2009, la collision entre un satellite commercial américain et un satellite militaire russe a fait augmenter encore plus le nombre de débris. La majorité de ces débris ont moins de 1 cm et sont indétectables. Ils filent à des vitesses vertigineuses, jusqu'à 30 000 km à l'heure, 15 fois la vitesse d'une balle de revolver. Nous sommes à l'Université McGill à Montréal. Dans ce laboratoire spécialement aménagé, des chercheurs vont reproduire l'intensité d'une collision dans l'espace. Il y a de plus en plus de débris dans l'espace et il y aura de plus en plus de collisions entre des débris et des structures comme la Station spatiale internationale. Ces impacts sont si violents qu'il est impossible de les simuler par ordinateur. Notre but est de concevoir un lanceur capable de reproduire les impacts entre un débris et la Station spatiale internationale, par exemple. Pour comprendre les effets de ces violentes collisions, Andrew Higgins et son équipe ont mis au point un lanceur de projectiles parmi les plus rapides au monde. Nous allons lancer un projectile d'aluminium, un matériau largement utilisé pour les structures aérospatiales. Il est donc représentatif des débris dans l'espace. Et notre cible est une série de plaques d'aluminium semblables à celles qui protègent la Station spatiale internationale. Le professeur Higgins installe la cible à l'extrémité du lanceur. De l'autre côté, dans la chambre d'explosion en acier, on injecte de l'explosif liquide autour du tube rempli d'hélium. L'explosion de cette charge va compresser ce tube et le pincer à très haute vitesse. C'est comme presser sur un tube de dentifrice, sauf qu'au lieu du dentifrice, ce sera de l'hélium qui produira une pression 15 000 fois supérieure à la pression atmosphérique. Et c'est cette pression qui propulsera le projectile à une vitesse vertigineuse. Le lanceur va produire la vitesse phénoménale de 22 000 km à l'heure. Une caméra haute vitesse capable de capter 100 000 images secondes filmera l'impact. Good. No impact. Oh, that's see that? Now that's beautiful. But I mean, this is gorgeous. This is modern art, is what this is. A lot of damage, so. Yeah. Well, it's difficult to see, but there's one clean hole. That's where it first impacted. Les dégâts sont considérables. Il y a un trou net qui correspond au premier impact. La plaque située derrière a été touchée par un nuage de débris. On voit un gros trou ici et plein de petits impacts tout autour. La troisième plaque a presque tout bloqué. Mais si on regarde à l'arrière, on voit un trou.
Oh yeah. Oh yeah. That sphere you were talking about. That's so bright though. Certaines parties stratégiques de la Station spatiale internationale sont équipées d'un bouclier de 3 plaques d'aluminium qui les protègent comme le ferait un gilet pare-balles. Mais la plupart des surfaces extérieures des engins spatiaux n'ont pas cette protection. Les antennes de satellites, par exemple, sont faites de matériaux composites, de la fibre de carbone renforcée de résine. Cette plaque de fibre de carbone a été frappée par un petit projectile. D'un côté, un trou minuscule. De l'autre, un délaminage de la fibre qui peut se propager et causer des dommages plus importants. Mais comment mieux protéger les engins spatiaux? C'est la mission de Darius Nikampour, ingénieur à l'Agence spatiale canadienne. Il pilote un projet novateur qui relève de la science-fiction. Mettre au point un matériau capable de se réparer lui-même à la suite d'impact. Le but était finalement d'essayer de rendre plus de protection pour nos satellites, parce que finalement, un grand satellite, c'est 300 millions de dollars et plus. Petit satellite, entre 30 et 60 millions de dollars. Donc, c'est un investissement que ça peut nous donner beaucoup de bénéfices pour justement s'assurer la continuité de la mission. L'Agence spatiale canadienne a fait appel au professeur Oha, spécialiste des matériaux composites à l'Université Concordia de Montréal. Son équipe travaille depuis 8 ans à la conception d'un procédé qui permettrait aux matériaux de se réparer eux-mêmes dans l'espace. C'est vraiment excitant. On pourrait appeler ça une recherche sexy, dans le sens où elle semble inspirer les gens. Le but est de prolonger la durée de vie de la structure. Au lieu de s'en débarrasser au bout de 10 ans, on peut la prolonger de 5 ans, ce qui représente des économies considérables. Le procédé imite la capacité du corps humain à se cicatriser. Pour cela, il faut 2 ingrédients. Un catalyseur et des microcapsules contenant un agent réparateur. Lors d'un impact, les microcapsules se brisent. Le liquide réparateur se répand dans les fissures et entre en contact avec le catalyseur. La réaction provoque un durcissement. Les fissures se réparent d'elles-mêmes. Ce principe a été élaboré par un chercheur américain. Mais cet agent réparateur n'est pas efficace dans les conditions de l'espace comme le vide et les températures extrêmes. L'équipe de Concordia a trouvé le 5E2N, un autre agent réparateur capable de réagir dans l'espace. Les chercheurs ont réduit la taille des microcapsules pour pouvoir les incorporer à la résine, le matériau de base utilisé pour laminer la fibre de carbone. Afin de démontrer l'efficacité du 5E2N, le professeur Oha a soumis 2 échantillons de résine à l'épreuve du choc thermique, c'est-à-dire de grands écarts de température. Un échantillon sans agent réparateur et un autre avec l'agent réparateur. Le bloc de résine sans agent réparateur a été exposé plusieurs fois à des températures de moins 70 à plus 60 degrés Celsius. Après 3 cycles de chaleur et de froid, les écarts de température ont eu raison de la résine vierge. Elle éclate. Il recommence avec le bloc de résine contenant l'agent réparateur et le catalyseur. Cette fois, la résine a craquelé, mais les fissures se sont cicatrisées. On peut comparer ce processus au système biologique. Quand on se coupe la main, le sang se répand et libère des substances pour cicatriser la plaie. Nous sommes très satisfaits, car ce projet est totalement nouveau, dans la mesure où tout ce qui a été fait aux États-Unis ne tenait pas compte de l'environnement spatial, alors que cet agent est parfaitement adapté aux conditions de l'espace. L'équipe en est maintenant à une étape décisive, un test d'impact. Un petit projectile d'aluminium sera lancé à une vitesse de 600 mètres secondes sur une plaque de résine contenant l'agent réparateur. Le résultat est fascinant.
moins de 3 minutes après l'impact, la cicatrisation est amorcée. Le professeur Oha observe les résultats grossis 200 fois au microscope. Ici, on voit les limites du cratère formé par l'impact. Là, on voit une fissure. Elle se propage et brise plusieurs microcapsules. On peut voir le liquide, le monomère de la capsule, se répandre et remplir la fissure. Ce matériau n'est peut-être pas aussi résistant que le matériau d'origine, mais si on peut s'en approcher à 80 %, nous serons satisfaits. Le professeur Oha ne cherche pas à réparer le trou provoqué par l'impact, mais plutôt les fissures autour du trou pour empêcher la propagation des dégâts. Si vous vous tranchez le bras, vous ne pouvez pas le réparer. La blessure est trop importante. Nous parlons ici d'une blessure qui n'est pas trop grave et qui peut guérir. Même s'il reste encore du pain sur la planche pour les chercheurs, cette colle de l'espace pourrait être vouée à un avenir prometteur. On ne veut pas juste faire de la science-fiction. Si on parvient à démontrer que la réparation peut se produire dans un certain délai pour ce type d'impact, nous avons espoir qu'un jour, même s'il reste beaucoup d'étapes à franchir, qu'un jour nous pourrons l'essayer lors d'une mission spatiale. On vise d'ici 5 ans, on serait capable de faire une démonstration en vol. Ça peut être sur des satellites qui sont destinés pour faire des démonstrations de la technologie, ou ça peut même être sur la station spatiale.